Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, référé judiciaire du DP World devant la cour d'appel du district de Columbia. Et enfin, dans l'actualité internationale, Ismail Haniyeh sera enterré aujourd'hui à Doha après des funérailles. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, la République de Djibouti se réjouit de la décision de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le district de Columbia qui a annulé le 30 juillet 2024 le jugement rendu le 17 février 2023 par un tribunal fédéral de première instance des États-Unis. Cette décision particulièrement importante intervient dans le cadre du contentieux entre la République de Djibouti et l'opérateur émirati DP World concernant le terminal à conteneurs de Doralé. En rétablissant le droit, la Cour d'appel valide les arguments présentés de longue date par la République de Djibouti. Le jugement invalide avait, contre toute logique juridique, accordé l'ex-quatuor aux États-Unis d'une sentence irrégulière rendue par le tribunal arbitral de Londres. Cette dernière avait condamné la République de Djibouti à verser un montant de 474 millions de dollars à la société Doralé Container Terminal sur la base d'une requête abusive introduite par DP World et ses avocats alors qu'ils n'étaient pas habilités à agir au nom du DCT. La société DCT, dont l'actionnariat est composé à hauteur de 66,67% par l'État de Djibouti et 33,33% par DP World, a été placée par le tribunal de Djibouti sous administration judiciaire avec une nomination d'un administrateur provisoire en septembre 2019. L'administrateur provisoire était donc la seule habilité à agir au nom de la société. Par ailleurs, la société DCT, ancienne concessionnaire du terminal à conteneurs de Doralé, ne détient aucun actif portuaire en République de Djibouti suite à la résiliation de la concession en février 2018, date à laquelle la gestion du terminal à conteneurs a été confiée à une nouvelle société dénommée SGTD. Dans la décision du 30 juillet 2024 rendue collégialement à la majorité des 3 juges par la Cour fédérale d'appel, les magistrats ont considéré comme le soutenant et soutenait la République de Djibouti que le cabinet d'avocats Queen Emmanuel, le représentant DP World, ne pouvait pas agir également et valablement au nom des DCT, dès lors que les tribunaux de Djibouti avaient dessaisi les organes sociaux des DCT contrôlés par DP World en désignant un administrateur provisoire pour DCT. La Cour d'appel fédérale a ainsi rappelé un principe fondamental du droit qui oblige tout juge d'assurer que l'avocat qui plaide l'affaire devant la juridiction a un mandat du client qu'il entend représenter. Ce principe fondamental a été ignoré par le tribunal arbitral de Londres et par le juge de première instance du district de Columbia, qui ont déclaré recevable une procédure diligentée par un cabinet d'avocats sans mandat, violant ainsi ouvertement les règles de procédure. La présente décision rétablit la République de Djibouti dans ses droits légitimes. Elle vient également compromettre les tribunaux, les stratégies de manipulation des tribunaux et des médias engagés par DP World contre la République de Djibouti. Le gouvernement de la République de Djibouti réaffirme sa position, maintes fois réitérée. Seul un accord direct entre les parties qui garantira les intérêts communs, mais aussi la souveraineté de la nation sur ses infrastructures stratégiques, permettra de clore le conflit commercial avec DP World. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons la déclaration de l'inspecteur général de l'État de Djibouti, M. Hassan Issa Sultan. C'est en 2018 que l'État a pris la décision de reprendre ses prérogatives et d'annuler la concession qui était donnée en 2008 à la société DCT. Donc, une nouvelle société a été créée et la gestion du port a été confiée à cette nouvelle société qui s'appelle SGTD. À partir de ce moment-là, la société DCT est une coquille vide, en fait. Elle n'a aucun actif, mais elle existe juridiquement. Et il faut savoir que cette société, comme les textes lui avaient permis, était contrôlée totalement par DP World. Au lieu de chercher à négocier avec le gouvernement, elle est partie à l'étranger et elle a essayé d'attaquer la République de Djibouti à Londres. Et comme il y a eu un problème entre les deux actionnaires, un des actionnaires, l'actionnaire majoritaire, avait introduit une requête auprès des tribunaux en disant
que cette société, on est actionnaire de cette société et on n'arrive pas à s'entendre entre les deux associés. Donc, on veut que le tribunal nous trouve une solution. Donc, le tribunal avait nommé un administrateur provisoire pour gérer la société en attendant que les deux actionnaires puissent trouver un terrain d'entente. Donc, à partir du moment où le tribunal a désigné, parce que cette société, c'est une société de droit djiboutien. Donc, il y a seulement le tribunal de Djibouti qui peut prendre une telle décision. Donc, à partir du moment que l'administrateur a été désigné par la justice, il est la seule personne habilitée à agir au nom de cette société. Mais comme DP World ne voulait rien entendre, ils sont allés à Londres et ils ont déposé une procédure auprès du tribunal international de Londres, la Cour internationale d'arbitrage de Londres, LCI, et ils ont introduit une requête où DCT poursuit son actionnaire majoritaire. C'est une des aberrations de ce contrat de concession qui a été annulé. Donc, comme d'habitude, le tribunal de la LCA de Londres a pris aveuglement ce que DP World avait demandé. Malgré le fait que l'administrateur provisoire qui était désigné par le tribunal de Djibouti ait saisi cette cour, leur a indiqué que les gens qui ont introduit la requête auprès du tribunal ne sont pas habilités à représenter DCT. Ils ne peuvent pas engager une action à son nom, mais malgré ça, ils ont fait abstraction et ils ont décidé de condamner la République de Djibouti à leur verser un montant farfelu de 487 millions. Avec ça, ils sont partis aux États-Unis et ils ont déposé une requête auprès d'un tribunal américain pour essayer de recouvrer ou d'essayer d'exécuter cette sentence. Et la même chose, la République de Djibouti a informé là-bas et aussi l'administrateur qui a été désigné par le tribunal a informé la Cour américaine en disant que les avocats qui sont là et DP World qui sont là auprès de la Cour américaine ne sont pas habilités à représenter cette société. C'est une aberration, ce qui est fait. Quelqu'un ne peut pas parler au nom d'une société qu'il n'est pas censé représenter, ou il n'a aucun mandat de représentation. Les juges américains, au lieu d'examiner la position de Djibouti, qui était hautement justifiée, il a préféré faire abstraction de nous et il a décidé de donner raison à DP World. La République de Djibouti a refusé de prendre cette décision et a fait appel de cette décision auprès de la Cour d'appel fédérale américaine. La Cour d'appel a examiné ces dossiers en janvier dernier. Donc, il y a un avocat qui représentait la République de Djibouti et un avocat qui représentait l'avocat de DP World qui était là. Et quand on a présenté les dossiers, ils ont tous été surpris. Parce que ce qui a été fait est contraire aux fondamentaux même de la justice. Quelqu'un ne peut pas aller à la justice et dire qu'il porte plainte au nom de quelqu'un, alors que la personne qu'il est censé représenter ne lui a même pas mandaté. Autre actualité nationale, direction le sud du pays, où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en partenariat avec le projet Jouer pour apprendre, financé par l'USAID, poursuit actuellement la campagne de communication sur le changement social, comportement en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire, accompagné du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, du ministère de la Femme, de la Famille. La délégation s'est rendue à Dikil, dans la localité de Bandara, afin de sensibiliser les parents de cette localité. Lancée en février 2024, cette seconde phase de la campagne va s'étendre désormais à travers diverses localités du pays. L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les parents sur plusieurs thématiques cruciales. L'importance de l'éducation préscolaire, y compris pour les personnes et les enfants à besoins spéciaux. Le développement du jeune enfant et de son impact à long terme. L'utilisation du jeu et de l'apprentissage actif comme méthode d'enseignement bénéfique pour les enfants. L'importance de l'implication des parents dans le suivi des vies scolaires et dans leurs enfants. Rappelons que l'encouragement et l'engagement communautaire pour soutenir le développement global des enfants. Cette initiative vise à renforcer les connaissances et les pratiques des parents et des communautés en matière d'éducation précoce, contribuant ainsi à un meilleur développement des enfants dès leur plus jeune âge.
Dans notre magazine cet après-midi, nous parlerons de la mise en place du centre des services aux citoyens qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique. Eh bien, la Maison du citoyen offre à tous les Djiboutiens la décontractation des documents administratifs de l'État ou des services publics. La Poste de Djibouti, par la taille de son réseau et de ses activités purement inclusives, s'est montrée un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement sur la modernisation de ses institutions, notamment le rapprochement entre l'administration et les administrés. Et pour ce faire, la Poste de Djibouti a eu l'initiative de créer un centre de services aux citoyens dans son agence de services à Nguela. Ces centres vont regrouper plusieurs antennes représentant toutes les institutions publiques et parapubliques offrant directement des prestations à la population. Inauguré par le ministre de la Communication chargé de la Poste et des Télécommunications, Redouane Abdillahi Badan, et le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed, le centre de services aux citoyens marque une étape significative dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Lors de la cérémonie inaugurale, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidal, a déclaré que la Poste de Djibouti, avec sa proximité historique avec la population, décida d'être un carrefour entre l'administration et les usagers. La ville de Djibouti grandit, donc il fallait permettre aux citoyens de pouvoir aller dans un lieu qui n'est pas très loin de leur domicile pour pouvoir récupérer un document administratif quel qu'il soit. À partir de là, la poste ou les postes ont été le service public le plus adéquat pour ce projet. La Poste de Djibouti dispose de 11 agences sur tout le territoire, dont 5 dans la capitale de Djibouti. Historiquement, ces agences sont présentes depuis une bonne cinquantaine d'années. Cette proximité avec les citoyens et avec les Djiboutiens fait que les postes sont les partenaires principaux, on va dire, des établissements publics. Notre rôle est d'être un carrefour pour les citoyens et pour les usagers. Ces dernières années, la Poste de Djibouti n'est plus qu'un simple service de livraison de courriers. L'institution a multiplié les innovations pour offrir aux Djiboutiens de services de qualité et sûrs. Et le ministre de la Communication a félicité la Poste de Djibouti pour son classement au rang de 59e mondial et 10e place sur les 54 que compte le continent africain. Et pour concrétiser son engagement d'appui, les institutions étatiques ont déconcentré leurs services pour rapprocher leurs prestations à la population. La Poste de Djibouti s'est donné l'ambition de procéder à la modernisation de l'ensemble de ses produits. Et ceci a eu pour conséquence le score réalisé par la Poste de Djibouti dans le classement annuel des services postaux de l'Union postale universelle. Ces classements réalisés par le cabinet international d'audit et d'expertise des postes dans le monde a mis la Poste de Djibouti au 59e rang mondial et 10e poste africaine sur les 54 opérateurs postaux que compte le continent. C'est excellent comme résultat, monsieur le directeur général. La mise en place d'un centre de services aux citoyens, CSC, a été conçu dans le cadre du projet de modernisation de l'administration publique. Ce centre, le CSC, entend devenir une interface concrète et physique entre l'administration et les citoyens. Il s'agit d'un espace où les citoyens pourront accéder aux services numériques via la plateforme de l'administration numérique www.igouv.dj, mais aussi aux services non dématérialisés à partir de leur lieu de domiciliation, du lieu de travail, etc. Et dans ce cadre, la Poste de Djibouti a signé un accord de partenariat à la Direction générale de la population. Et dans ce sens, la Poste de Djibouti a pas référé également un accord de partenariat avec l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Le directeur général de la Poste de Djibouti a conclu également un accord similaire au procureur général de la République. Après Nguela, la Poste de Djibouti compte étendre le centre des services aux citoyens dans toutes ses agences qui comptent 11 agences sur l'étendue du territoire national, dont 5 dans la capitale. Direction le sud du pays où la direction de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Warsamad a bien organisé hier une cérémonie de reconnaissance au l'honneur de ses membres du personnel les plus méritants. L'événement qui s'est tenu dans les locaux de l'hôpital a été marqué par la remise des prix aux employés, docteurs, infirmiers, agents de sécurité qui se sont distingués par leur dévouement et leur excellence professionnelle.
On prit part à cet événement la préfète adjointe Mme Saïda Ouaberi Assoué, le député Hassan Omar Obsié, le président de l'annexe RPP de la région, Mohamed Ibrahim, le sous-directeur régional du secrétariat du sport, le commandant de la brigade de la gendarmerie. La cérémonie a débuté par un discours d'ouverture du directeur de l'hôpital, Mohamed Miguel, qui a salué le travail acharné, l'engagement des membres du personnel. Aujourd'hui, nous célébrons, a-t-il dit, non seulement les réussites individuelles, mais aussi l'esprit d'équipe qui rend notre établissement exceptionnel. Les prix que nous vous remettons témoignent de l'excellence du professionnalisme dont vous faites preuve chaque jour, a-t-il déclaré. De son côté, la préfète adjointe souligne l'importance de cette cérémonie qui va motiver les personnels de l'hôpital régional. L'événement a été également l'occasion de présenter les nouvelles initiatives de l'hôpital visant à améliorer encore davantage les conditions de travail et les services aux patients. Rappelons que les responsables de l'hôpital ont réaffirmé leur engagement à continuer et à promouvoir un environnement de travail motivant et gratifiant. Les récompenses ont été attribuées dans plusieurs catégories, incluant le meilleur médecin, le meilleur infirmier, ainsi que le meilleur membre du personnel administratif. Les lauréats ont reçu des certificats de reconnaissance et leur contribution exceptionnelle à la qualité des soins et l'amélioration des services de santé offerts par l'hôpital. Autre actualité nationale, nous vous parlerons cette fois-ci de la deuxième conférence des ulémas, mais avant ça, sport, dans la page sport, on va vous parler de Nim'a Zahra, maison, âgée de 21 ans, qui participe plutôt au JO olympique qui se tient à Paris, de nationalité djibouto-américaine, qui va participer à la compétition olympique de 50 mètres nage libre. Résidente à Dubaï, elle rejoint en 2020 l'équipe nationale. Nim'a Zahra Amisom commence très tôt l'initiation de la natation 3 ans aux États-Unis, où elle vivait avec ses parents. Après 16 ans, elle a été détectée par la Fédération de natation de Djibouti. Elle a repris ses entraînements à Dubaï. Durant son séjour à Djibouti, la Fédération de natation l'a pris et l'a accompagnée pour améliorer ses capacités. Nim'a Zahra, durant son séjour, rappelons-le, aux Jeux Olympiques, et sa première participation était en 2021 à Accra, au championnat africain de natation. Nim'a détient le record de 50 mètres nage libre, 50 mètres brasse. Actuellement, c'est sa première au JO de Paris 2024. Eh bien, pour plus de détails et d'informations, nous avons invité l'entraîneur national de natation, M. Idriss Daoud Mohamed. Bonjour, M. Idriss. Bonjour, M. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Nim'a Zahra? Vous avez tout résumé. La biographie de Nim'a a été bien citée. Je peux juste rajouter que Nim'a, c'était le record national. La seule détecteur de records au niveau national. Et la seule athlète djiboutienne qui participe aux Jeux Olympiques de natation, pour la natation. Nina a commencé en 2021, comme vous l'avez souligné, à Accra. Et puis elle a poursuivi à Abu Dhabi, ainsi de suite. Elle a eu beaucoup de compétitions de 2021 au 2024. Elle a suivi pas mal de participations internationales. Elle a été sélectionnée pour participer au JO. C'est parce que elle a effectué pas mal de compétitions internationales pour représenter notre pays. Je peux rajouter en 2023 à Kigali, en décembre 2024, elle a remporté 3 médailles d'or en 3 épreuves, 50 mètres nage libre dans laquelle elle va participer demain. Elle a aussi 50 mètres brasse et 50 mètres, 200 mètres 4 nages. Sur ça, elle a eu 3 médailles de bronze à Kigali. À Kigali, c'est les Canas en 3, c'est-à-dire ce sont des championnats de natation de région. Voilà. Merci, Monsieur Idriss Daoud, pour tous ces détails. Et c'est à quelle heure Demain à 12h, elle va participer à sa première compétition des JO. Elle est première série, couloir 4, avec 33 à 99 temps d'engagement à 12h. Elle aura comme adversaires la Normie, le Mali, le Malienne, le Congolaise, le Nigeria,
centrafricain. Donc, elle est au couloir 4 parce que c'est différencié. Quand on fait les classements dans le couloir 4, c'est le meilleur nageur parmi les séries. Placé toujours. Je voulais juste un petit résumé pour ce qui c'est pour Ahmed hier. Il a fait une très bonne performance. Pourquoi? Parce qu'au niveau des classements généraux, il est 54e sur 73 participants. Donc, il a à peu près dépassé 20 participants sur 50 mètres nage libre. C'est vrai que ce résultat était un peu... Il n'a pas eu la chance d'avoir partir finale, mais parce qu'il y a aussi un petit point que je voulais rajouter. Nous, à Djibouti, on s'entraîne sur une piscine de 25 mètres. Et là, il se retrouve avec une piscine de 50 mètres. Les entraînements, c'est différencié. Les résultats, c'est différencié. C'est parce que nous n'avons pas un petit problème sur ces stations. Pour ça, le président de la fédération, que je remercie, M. Abdallah Mohamed Dini, récemment élu, a lancé une masse détection qui va être prévue début septembre pour la détection d'abord de jeunes pour accompagner ou avoir le suivi de jeunes qui doivent participer, remplacer ce que nous avons maintenant. Il a insisté sur la détection d'équipes féminines parce que nous n'avons pas beaucoup de filles qui participent. Sur ça aussi, j'ai fini. Il y aura la natation pour tous, c'est-à-dire accompagner nos citoyens en mer pour les entraîner, pour les initier à la natation sur laquelle il avait appuyé. Je vous remercie de m'avoir. Merci Idriss Daoud pour toutes ces explications et nous leur souhaitons à Nim'a Zahra bonne chance pour la suite de ces compétitions. Autre actualité nationale de notre magazine de cet après-midi, direction le nord du pays où nous vous parlerons des méfaits du colonialisme à Obok. Reportage. C'est avec une délégation de chefs coutumiers conduite par Léonce Lagarde qui signait le 11 mars 1862 un traité cédant à la France les ports Rad et Mouillage d'Obok, avec la plaine qui s'étend depuis Ras Ali au sud jusqu'à Ras Doumera au nord. La nouvelle colonie française prend alors les noms des protectorats d'Obok et Dépendance. Pour la puissance coloniale, l'importance stratégique de cette nouvelle colonie sur la route des possessions impériales françaises d'Extrême-Orient, du Pacifique et de Madagascar via les canals de Suez est évidente. Donc, Obok a été la capitale de cette colonie d'Obok et Dépendance jusqu'en 1892. Elle fut pendant une trentaine d'années un dépôt de charbon pour les navires français allant ou revenant des colonies françaises d'Asie et de Madagascar. Les Français bâtissent quelques embryons d'infrastructures indispensables à leurs intérêts. La résidence du gouverneur à la garde pour loger les hôtes européens de passage, une mission catholique pour tenter d'évangéliser les populations locales, une jetée pour les navires qui mouillaient au large, quelques constructions en pierre madréponique réalisées par des commerçants originaires du Yémen ou des Aïlats, quelques entrepôts également. Mais malgré une croissance rapide de la cité d'Obok qui voyait affluer les populations du Yémen, d'Éthiopie, d'Érythrée et de la Somalie, les autorités coloniales françaises décident de transférer la capitale de leur colonie en 1892 vers les sites de Djibouti. Pour justifier ce choix, l'administration coloniale française avance plusieurs arguments. La recherche d'un port en eau profonde capable d'accueillir des navires à fort tonnage, la recherche d'une route facile d'accès et conduisant vers les hauts plateaux éthiopiens. La route Djibouti-Éthiopie est plus facile avec un relief beaucoup moins accidenté que la route Obok-Éthiopie plus difficile. La recherche de sources d'eau capables d'accueillir une population croissante. L'oued d'Ambouli, à proximité immédiate du plateau de Djibouti et du Serpent, permet à la fois d'offrir l'eau nécessaire mais aussi un espace pour développer une agriculture maraîchère afin de répondre aux besoins de la population citadine. De lors, l'ancienne capitale de la colonie, Obok, s'enfonce dans une longue léthargie après avoir été désertée par une grande partie de ces populations qui vont accompagner les transferts des autorités coloniales vers Djibouti-ville en pleine expansion. Aujourd'hui encore, la présence des bâtiments coloniaux tels que les anciens forts et les structures administratives est un rappel constant de l'ère coloniale. Ces édifices, souvent
en mauvais état symbolise l'occupation et l'administration française. Ils tombent tous en ruine sous les regards passifs des autorités coloniales qui n'entretiennent que la résidence des Léonce Lagarde, mais aussi les cimetières marins dont les tombes sont régulièrement repeintes en blanc et le drapeau français toujours changé. Au milieu de ces spectacles de désolation et de désertion coloniale s'élève la tour Soleillée, érigée par un commerçant français qui était destiné à servir de tour d'observation et des fortins d'abri en cas d'attaque hostile. Monument que les Obokois ne comprennent plus et confondent avec un phare. D'autre part, l'embryon d'un camp pénitentiaire, un bagne pénitentiaire des travaux forcés, a été installé tout au long du XXe siècle pour y incarcérer le bagnard originaire des différentes colonies françaises et de la métropole. Mais ce projet fut abandonné une dizaine d'années après au profit du bagne de Cayenne en Amazonie guyanaise. Des aventuriers comme Henri de Montfred vont trouver en ces lieux marginalisés des terrains idéaux pour y pratiquer la contrebande. Car l'ancienne capitale désormais enclavée est à l'abri des tracasseries incessantes des autorités coloniales. Ces ruines historiques sont appelées avec dédain par les Obokois Baïti Hayou, c'est-à-dire l'ancienne Obok ou l'Obok disparu. Obok est alors redevenu une petite bourgade résiliente, trop éloignée de la capitale et qui a vécu grâce à la pêche et de l'élevage traditionnel de son arrière-pays. En somme, les stigmates de la colonisation à Obok sont visibles dans tous les domaines. Ces impacts continuent d'influencer la ville et sa population, posant les défis pour le développement et la réconciliation avec le passé colonial. Il faudra attendre l'indépendance du pays pour que cette région soit mise sur pied d'égalité avec d'autres régions de la République de Djibouti et qu'elle commence enfin son non-rattrapage en termes de développement et d'infrastructures. Régional à présent, où la deuxième conférence des ulémas somaliens s'est clôturée à Mogadiscio avec de nouvelles visions. Cette rencontre d'élite religieuse qui a duré 4 jours a permis de discuter sur diverses questions importantes pour la Somalie. Rappelons que cette conférence a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes du gouvernement fédéral de la Somalie et qui a permis de réunir des plus grands ulémas somaliens, des imams dans la Corne d'Afrique et partout dans le monde. Le président de la République fédérale de la Somalie, Dr Hassan Ashar Mahmoud, a donné le coup d'envoi aux travaux de cette conférence débat. Il a prononcé un discours dans lequel il a présenté les défis qui posent et qui pèsent sur le peuple somalien et le gouvernement. À l'issue de cette conférence, les ulémas somaliens ont échangé sur des questions utiles pour la paix, la stabilité, les perspectives d'avenir, du développement socio-économique du pays. Les élites religieuses se sont engagées à répandre les valeurs de tolérance, de paix et de fraternité au sein de la société. Dans l'actualité internationale, Ismail Haniyeh, assassiné mercredi en Iran après une attaque imputée à Israël, doit être enterré aujourd'hui au Qatar. Après des funérailles officielles à Téhéran, marquées par des appels à la vengeance, une cérémonie de prière avait eu lieu plutôt cet après-midi à la mosquée de Imam Mohammed Ben Abdel Wahhab, la plus grande de Doha, capitale du Qatar. Haniyeh est enterré dans un cimetière de Louzaïd au nord de Doha à la fin de la prière de cet après-midi. Direction la Grèce, en Europe, où les autorités ont interdit les déplacements d'animaux sur tout le territoire et ont lancé une campagne d'abattage dont les exploitants touchés, également connus sous le nom de peste des petits ruminants. Des foyers ont été détectés pour la première fois le 11 juillet dans la région de Thessalie. Le virus n'affecte pas l'homme, mais il est très contagieux chez les chèvres et les moutons, ont un taux de létalité de 70%. Les autorités ont annoncé des restrictions pour lutter contre l'épidémie. Le ministre de la Culture grec a imposé une interdiction nationale de mouvements d'animaux à travers tout le pays afin de freiner la propagation de la maladie. La Grèce produit environ 140 000 tonnes de feta par an, exporté environ 65% de sa production, jouant ainsi un rôle crucial sur le marché mondial des produits laitiers malgré sa taille. Et ce tremblement de terre qui s'est produit en Inde, où le bilan des glissements de terrain s'alourdit à 256 morts. Le bilan des glissements des terrains massifs survenus mardi dans l'état indien de Kerala s'est aggravé, passant de 256 morts, a annoncé la ministre de la Santé de cet état, Veena George. Elle a déclaré que l'un des principaux objectifs des autorités de Kerala était de prévenir la propagation des maladies contagieuses puisqu'il pleuvait encore que des corps étaient enfouis sous les décombres. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.